Peter, pour commencer. Puisque c'est vraiment sans précédent, les premiers ministres ont dit qu'ils vont appuyer les lignes directrices. Quelles sont les possibilités ici? Est-ce que vous pourrez réduire cela à un plus petit nombre de lignes directrices pour toute la communauté cardiovasculaire? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec cela? Et je reviendrai à Tom, mais comment répondrait Tom à cela? Mais c'est très bien que les premiers ministres maintenant seront obligés d'annoncer quelque chose d'ici 2 ou 3 ans. Il y aura un suivi. Ils seront obligés d'y donner suite. Plusieurs provinces sont déjà très motivées. Alors, ce que nous voulons faire, c'est d'élaborer plusieurs outils et ensuite, on verra peut-être différentes possibilités dans différentes provinces. Alors, l'Ontario est très intéressé au dossier médical électronique. L'Alberta se penche sur la stratégie pour la prise en charge des maladies chroniques. Et il y a des provinces qui travaillent beaucoup auprès des communautés de soins primaires. Alors, nous voulons élaborer les indicateurs sur les processus, les indicateurs sur la qualité qui seront mesurés mais à long terme, on veut voir un impact pouvoir mesurer les taux de complications et de réadmission aux hôpitaux, par exemple. Merci. Tom, est-il possible d'avoir un document sur ces lignes directrices qui sera accepté par tout le monde à travers le pays au fur et à mesure que vous mettez en place vos réseaux cliniques? Mais la pratique, les lignes directrices du haut vers le bas sont peut-être mal pensées dès le départ. Bon, c'est une idée, mais je pense que ce n'est pas le cas pour S'échange. Il y a toute une série de contenus qui a été préparé, élaboré depuis 25 ans. Et ils en font, toute cette base de données, ils en font quelque chose qui est applicable. Mais même encore, quoi qu'on fasse, il faut que ça devienne faisable, visible, et le public doit le comprendre. Ce qu'on peut apprendre ici, on veut améliorer la surveillance de la tension artérielle par les pharmaciens. Lorsque les gens vont en pharmacie pour chercher leurs médicaments, les pharmaciens pourraient les suivre. On veut que les provinces adoptent le programme S'échange. Peut-être même les services de l'Alberta pourraient devenir un organisme qui travaille en santé. Alors, il faut vraiment qu'on élabore les détails. On a la structure, les cliniciens, les programmes incitatifs. Et maintenant, ça prend ce genre d'informations qui nous aidera à le mettre en œuvre. Merci. Carole, le cancer est un peu différent. Pouvez-vous nous donner vos commentaires sur cette tendance ou ce souhait de trouver des lignes directrices partagées par tous? Vous voulez dire au niveau national? Oui, mais je pense que ça se fait déjà parce que puisque les soins de lutte contre le cancer sont déjà très bien organisés dans les différentes provinces. Plusieurs provinces ont déjà élaboré leurs propres lignes directrices et leurs études elles n'étaient pas pareilles entre les différentes provinces, mais il s'est fait plusieurs choses dernièrement qui ont vraiment mené à des gros changements. Premièrement, il y a eu ce programme d'examen des médicaments et il y a maintenant, ceci est un examen national des données cliniques et ceci, l'évaluation des technologies va nous donner des résultats également. Et on reconnaît aujourd'hui que les données probantes sont les données, mais leur application doit peut-être être considérée en contexte, mais les analyses et les recommandations devraient être uniformes à travers le pays. Le monde du cancer est organisé depuis très longtemps, mais quand on parlait de cancer, de radiothérapie et chimiothérapie, c'est cela qui a créé cette uniformisation. Mais nous, on vise plus les modèles de soins. La plupart des chirurgies pour le cancer sont faites par des chirurgiens généraux. Et vous connaissez la situation qui existe. Le temps que ça prend
depuis du moment que vous trouvez une anormalité à une radio jusqu'au point où vous obtenez un traitement est trop long. Alors, on essaye de réduire ce temps depuis le premier diagnostic à la première thérapie, le réduire à quelques jours ou semaines à partir d'une attente de quelques mois, ou le rôle des tests PSA contre le cancer de la prostate. Quel est le rôle de ces tests? Parce que ces tests, on en fait bien trop, il n'y a plus de contrôle là-dessus. Mais après le diagnostic du cancer, peut-être que oui, on devrait continuer. Si on ne peut pas réussir dans le cancer, je pense qu'on ne peut réussir nulle part, en fait, parce que c'est déjà assez bien organisé. Charles, vous avez le droit à la première question ici. J'écoute la discussion et c'est très intéressant pour moi, surtout à la lumière de ce qu'on vient de dire, la description qu'il a donnée des soins néonataux et comment la pratique peut influencer la réflexion. Dans l'Association des patients, on nous a donné toutes sortes de lignes directrices, toutes sortes de plans pour voir dans quelle mesure ils sont axés sur le patient. Et lorsque ces lignes directrices, ces parcours cliniques ou même ces réseaux sont créés par les fournisseurs uniquement, sans la participation des patients, il y a un nombreux éléments de l'expérience du patient qui ne sont pas inclus. Et ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est juste parce que personne n'aide à les éclairer sur ce côté-là. Et une bonne partie de la journée d'aujourd'hui en a parlé un peu. On dit, bon, les patients doivent participer, il faut que ce soit axé sur le patient, on veut que tout soit axé sur le patient, mais le patient, juste le fait qu'il est participant à l'élaboration des lignes directrices et du parcours clinique, ou juste le fait qu'on lui donne une copie du parcours pour lui permettre de le regarder, ça ne commence à peine à se faire. Et je vous encouragerai de reconnaître ce fait et de réellement commencer à inclure un plus grand nombre de patients dans tous ces processus afin d'avoir réellement le point de vue du patient dans tous ces programmes. Dans l'exemple de Action Cancer, Ontario, le parcours clinique qui est à l'élaboration est très difficile pour les patients. On ne sait même pas si on pourra encore être en mesure de le faire comprendre aux patients. Alors, félicitations pour ces tentatives, mais il faut faire beaucoup plus d'efforts encore. Alors, oui, il faut que les patients soient à la table lorsqu'on est en élaboration de parcours clinique et lors de leur implantation. Ça fait partie clé, bien sûr. C'est essentiel au tout. Et oui, si les patients travaillent au sein de la Fondation pour les AVC et d'autres organismes de ce genre, ils ont un accès direct aux patients pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'AVC nous envoie leurs lignes directrices pour notre examen et ils ne sont pas très axés sur les patients. Alors, tout ce qui est fait par des experts, même dans ces organismes-là. Les gens en Nouvelle-Zélande ont beaucoup d'expérience dans la matière. On a fait des travaux avec eux et eux disent utilisez tous les moyens disponibles et assurez-vous toujours qu'il y ait une méthode de vulgarisation pour le patient. Donc nous, on dit que tous les parcours cliniques seront issus d'une vulgarisation pour que le patient puisse savoir de quoi il s'agit. Donc, ça sera tout disponible sur HealthLinks. Les patients pourront appeler pour savoir quel est leur parcours clinique. 2 questions de suite et on demandera au panel de répondre. J'aimerais partager quelques réflexions et peut-être quelques préoccupations, mais je ne veux certainement pas apparaître négative. Je serai la défendresse des soins primaires et je comprends très bien qu'il faut des parcours cliniques, mais pour moi, c'est un peu un retour à la gestion de la maladie. On nous a demandé comment
on pouvait véritablement avoir un meilleur système de soins primaires. Et vraiment, la caractéristique des soins primaires et des fournisseurs, qu'il s'agisse de médecins ou d'infirmières, c'est que nous sommes neutres sur le plan des maladies. Et lorsqu'on essaie d'interagir avec les soins secondaires, on rencontre ces parcours cliniques particuliers pour une maladie. Alors, bien que je reconnaisse qu'il faut être bien organisé, et si j'étais patiente, je serais très heureuse de savoir que, bon, si j'avais le cancer du poumon, qu'il y ait un bon parcours clinique pour moi. Je n'essaie pas d'être négative. Cela dit, il faut tous vous sensibiliser à l'effet qu'il faut expliquer quelle est la différence entre les soins primaires et le reste, quel est le lien entre les soins primaires et le reste. Les comorbidités doivent être issues de ces soins primaires sans égard pour la maladie. Dans les C3S et dans les CLSC, on travaille de plus en plus avec des professionnels qui sont tout à fait neutres sur le plan des maladies et qui contribuent leur expertise. Je vous demande tout simplement de penser à cela quand nous travaillons ensemble. Merci, Dominique. Ingrid. J'aimerais savoir si vous avez quelque chose à dire sur l'incertitude à communiquer à la fois aux fournisseurs de services et aux patients. Dans certaines zones, vous n'avez pas de données sur les patients âgés et fragilisés. Pour le risque de certains médicaments, c'est tout simplement un tout petit échantillon de patients bien précis. Donc, je lis les rapports du Institute of Medicine qui essaie d'envisager comment l'incertitude entourant les données probantes doit être mieux communiquée à la fois aux fournisseurs de services comme aux patients. Donc, pouvez-vous dire comment ça marchera avec vos lignes directrices? Carol. J'aimerais commenter sur le premier point parce que c'est très important. Comment intégrer des lignes directrices particulières à une condition, à une maladie, et les faire fonctionner dans l'environnement des soins primaires, environnement qui doit être neutre sur le plan de la maladie. Eh bien, nous reconnaissons cela avec notre méthode électronique. Ça marche très, très bien pour l'infirmière navigatrice, pour le patient, dont la préoccupation principale est de savoir s'il a le cancer du poumon. C'est le médecin de famille qui doit intégrer ça à son bureau. Et ça, ce sera un défi pour une longue période de temps. S'agissant de la communication de l'incertitude, il existe bien des domaines où il y a soit incertitude ou alors il y a des choix qui doivent être compris dans le contexte des valeurs de la personne en question. La vision que nous avons est la suivante. Dans le parcours, lorsqu'il y a incertitude, il faut le dire clairement en expliquant pourquoi cette incertitude existe. Et lorsque c'est possible, élaborer des outils d'aide à la décision pour aider les praticiens et les patients à travailler ensemble afin d'en venir à la bonne décision pour ce patient en particulier, pour que ce soit conforme à ses valeurs. C'est ce que l'on souhaite ultimement. Je ne prétends pas qu'on y est, mais il y a certainement des outils d'aide à la décision. Enfin, il y en a beaucoup qui sont disponibles dans le cancer qui pourraient s'inscrire dans un parcours clinique. Laissez-moi aussi dire ce qui est assez évident. Lorsqu'il y a incertitude, parfois, il faut faire plus de recherches. Donc, à cet égard, nous avons des exemples. On travaille avec le gouvernement de l'Alberta, entre autres. On va avoir des pompes à insuline à titre public, c'est-à-dire remboursées par la province. Une décision qui a été prise. La question est de savoir comment est-ce qu'on va y parvenir. Qui devrait les obtenir et en vertu de quelles conditions et qui devrait les conserver après une période de temps. Oui, il existe de la littérature scientifique à ce propos, mais pas grand-chose de très clair. Donc, on va donner accès à ces pompes avec des mesures très claires sur une période de temps pour ne pas, dans un an, se demander quels sont les résultats de cette mesure. Donc, devant l'incertitude, soyons clairs, il faut
parfois se débarrasser de cette incertitude. Je vais vous demander de remercier le panel. Il a été extraordinaire et s'en est tenu au délai qui leur était imparti. C'est avec plaisir que je présente notre dernière intervention de la journée, tout à fait différente cette fois-ci. Et ce faisant, je vais demander Eleanor O'Rourke et Ellen McTavish pour venir prendre place afin qu'on puisse leur mettre un micro. Andale McTavish est coprésidente du Conseil consultatif patient-parents de Kingston, ancienne enseignante d'anglais. Elle travaillait dans les programmes de standardisation des patients dans le passé. Donc, elle sait très bien à quoi ressemblent les interactions avec le patient et le médecin. Et Eleanor O'Rourke est ici à titre de vice-présidente de l'administration clinique et de la pratique professionnelle des infirmières. Elle est responsable de la majorité de l'hôpital de Kingston. Et elle remplace Leslie, qui s'est blessée et ne peut se joindre à nous. Andale et Eleanor, nous sommes entre vos mains. Alors, je vais commencer. D'abord, pour vous remercier de votre accueil très chaleureux. Et je suis très heureuse de remplacer Leslie. Quiconque connaît Leslie sait qu'il faut vraiment qu'elle soit retenue par quelque chose de très important, car elle conserve ses engagements. Pendant la période des fêtes, elle s'est blessée en ski, donc elle souffre beaucoup et ça rend les déplacements impossibles pour elle à l'heure actuelle. Mais je vous promets que si elle pouvait être ici, elle le serait. Mais cela dit, je suis très heureuse de prendre sa place. Normalement, à Kingston, la voix du patient est la première voix qu'on entend. Au moment où on embauche une nouvelle infirmière, par exemple, quand on fait des exposés en communauté sur diverses initiatives, et on est très fiers de cela. Donc, on s'écarte un peu du script aujourd'hui, dans le sens que c'est moi qui vais parler la première, parce qu'on a pensé qu'il était important de donner le contexte de ce qu'on fait à Kingston. Et ensuite, on pourra parler un peu plus à bâton rompu. Donc, on voit les choses différemment aujourd'hui, car c'est le contexte qui nous a permis de comprendre qu'on ratait vraiment une occasion en ne consultant pas les patients et les familles. L'hôpital général de Kingston a commencé par une enquête et une supervision il y a 4 à 5 ans. En Ontario, vous êtes au courant de ces mesures. D'autres sont aussi au courant. Nous avons été véritablement un tremplin d'essai pendant un moment, car on a perdu la confiance de notre communauté. On avait un rendement vraiment exécrable sur bien des mesures qui devraient être prévisibles et meilleures. On a perdu la confiance de notre ministère et donc, ça a été un rude moment et il a fallu accepter le changement. Nous avons dû faire un recouvrement financier très important. 30 millions de dollars était la cible à atteindre. Ce faisant, on était résolu à obtenir cette mesure financière sans compromettre les soins aux patients ou la qualité. D'aucuns diraient qu'on ne la compromettrait pas plus, mais idéalement qu'on l'améliorerait et qu'on améliorerait le contexte de travail pour le personnel. Donc, c'était la tâche devant nous. On a commencé par recruter Leslie à titre de présidente et chef de la direction. Et dans le cadre de son travail, elle a mis en place l'équipe de direction. Ça a commencé aussi avec le travail du conseil. Le conseil qui a eu droit à une formation sur la gouvernance, la reddition de comptes relativement à la direction. Donc, vous aviez une structure de gouvernance et de direction qui allait dans la même direction. Lorsque Leslie s'est jointe à l'organisation, dans les 100 premiers jours, elle a communiqué avec le personnel. En terminant les 100 jours, elle a dit « Voici les 5 domaines sur lesquels nous allons nous concentrer au sein de cette organisation. » Et tout le monde était résolu à y travailler.
Tout de suite après, on a commencé un processus d'engagement stratégique et de planification stratégique plus rigoureux. Dans ce contexte, on a consulté plus de 100 membres du personnel et plus de 1000 personnes dans notre communauté universitaire, partenaires en santé, patients, organisations dans la communauté. Et lorsque ça a été complété, et après avoir validé avec tous ceux qui avaient alimenté la stratégie, nous avons confirmé que la stratégie était lancée dans la bonne direction. Tandis qu'on faisait tout cela, on obtenait la rétroaction des patients très directement grâce au programme de relations avec les patients et nous entendions dire qu'on échouait vraiment. On a entendu dire que les patients craignaient de venir à notre hôpital, qu'ils craignaient pour leur sécurité, qu'ils craignaient sur le plan de la propreté, qu'ils se sentaient maltraités dans notre organisation. Et donc, c'était fortuit, mais on a pu assister à une réunion de Barbara Bailey sur le changement. Et elle a dit une chose qui arrivait à point nommé. Elle a dit: les soins axés sur le patient, ce n'est pas agir pour ou sur les patients. Ce n'est pas ça qui impulse nos intérêts professionnels. Il s'agit de faire les choses main dans la main avec eux. Et ça a été un virage pour nous. Tandis que les patients nous ont parlé de leurs expériences horribles, on a aussi demandé à des patients de nous dire ce qu'ils pensaient de nos erreurs et nous les avons ralliés à titre de partenaires. Alors, je cède la parole à Annadale qui va nous parler de ce que ça signifie que de travailler pour notre organisation. Merci, Eleanor. Un grand merci de l'opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui. 4 years ago, il y a 4 ans aujourd'hui, j'ai été admise à l'hôpital général de Kingston pour une opération au côlon. Je suis restée 9 jours. Et je ne savais pas à l'époque que ces 9 jours auraient un impact si important sur ma vie. Je pouvais être très reconnaissante du fait qu'on avait éliminé mon cancer, un chirurgien très compétent, un résident très attentionné, d'excellents contrôles de la douleur, maîtrise de la douleur et des soins infirmiers plus ou moins corrects. Vous voyez que je change un peu de ton. D'autre part, toutes ces bonnes choses étaient salies par le fait que c'était sale autour de moi, l'unité sentait mauvais, j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à me débarrasser de cette odeur. Le personnel parlait de ce qu'ils avaient fait la veille dans les couloirs. Très peu de gens se présentaient. Et la communication avec ma famille était vraiment minime. Bien que je n'aurais pas dit ces choses dans ces mots, ce que je cherchais à l'époque, c'était quelqu'un qui aurait fait quelque chose avec moi, à titre de partenaire, pas pour moi ou qui me l'aurait fait. Pourquoi ouvrir mes jambes sans se présenter et mettre des chaussettes sur mes jambes? Pourquoi? Quel est votre nom de toute façon? Et pourquoi mettez-vous des chaussettes? Ce sont des choses que je me rappelle, même quand j'étais tout à fait droguée par les médicaments. Parfois, le chapelain venait, je le connaissais du point de vue social. Et je pense que j'ai un peu extériorisé mes plaintes et j'ai bien décrit ce que je vivais. Et il m'a dit: Annadale, ça tombe à point nommé. Nous avons une nouvelle PDG, un nouveau régime. Il est temps de changer. On crée un conseil consultatif des familles et des patients. Voulez-vous en faire partie? Au même moment, il y avait quelqu'un à côté de moi qui disait: oui, j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle PDG. Et je me disais: ouais, mais ce sera comme avant. Ben, je suis heureuse de dire que on avait eu tort. En février 2010, 3 patients, dont moi, et 4 membres du personnel ont été invités à créer un conseil
patient-famille. À l'heure actuelle, nous avons 12 membres qui siègent à titre de conseiller une fois par mois et 4 membres du personnel, dont Éléonore. Mais ces 12 ne sont qu'une petite partie d'un groupe de 59 patients conseillers qui siègent sur tous les comités de l'hôpital. Lorsqu'il est question des soins des patients, il y a un patient à la table. Comme les gens l'ont dit, ça change les choses. Nos voix permettent de transformer les soins aux patients. On a commencé tout petit, on n'avait pas de gabarit, on ne savait pas comment procéder. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait faire quelque chose. D'abord, on a commencé par moi. Je n'arrivais pas je n'arrivais pas à accepter de devoir lire le badge de quelqu'un pour savoir quel était son nom. Moi, de toute façon, je voulais qu'on se présente et qu'on puisse lire le nom de quelqu'un très clairement, ainsi que sa fonction. Et ce qu'on a découvert, c'est que quelque chose de simple comme ça fait la promotion d'une meilleure communication, d'une plus grande transparence et plus de respect de la part du personnel et des patients. Le personnel dit qu'ils aiment beaucoup, car ils savent avec qui ils travaillent aussi. Vous savez, il y a beaucoup d'infirmières, beaucoup de membres du personnel. À tout moment, à l'hôpital, on ne sait pas toujours le nom de tout le monde. On a conçu un nouveau guide pour le patient et ça a pris des mois. Des gabarits nous ont été donnés, on les a modifiés quand on avait l'impression que le manuel, le guide, ne représentait pas les intérêts des patients. On a essayé de nouveaux menus. On a conseillé pour la navigation. Vous savez, l'hôpital est très vieux. C'est très difficile de s'y retrouver. On a aidé à éliminer les règles concernant les heures de visite. Maintenant, les gens peuvent venir et repartir quand ils le souhaitent. Et les gens ne craignent pas de partir parce qu'ils savent qu'ils pourront revenir. Il n'y a pas des légions de gens qui viennent à 2 heures du matin, mais si vous avez besoin d'y aller, eh bien, vous êtes le bienvenu. On ne vous empêche pas d'y aller. On a sensibilisé plus de 2000 membres du personnel sur les soins axés sur le patient et la famille. Il y en a encore 2000 à former. Et je suis très heureuse d'avoir pu y participer, car j'ai un contact direct avec le personnel. Nous rencontrons les nouveaux embauchés une fois par mois. Donc, il y a un membre du conseil des patients-familles qui les rencontre. Et moi, j'adore être la toute première à présenter les soins axés sur le patient et la famille à tout résident dès qu'il entre dans notre hôpital au mois de juillet. Et ensuite, je les vois dans des cliniques et ils disent « Est-ce que je vous connais? » Je dis « Oui, oui. » Ayez très peur, vous me connaissez. Je vous ai fait un laïus lorsque vous êtes arrivé. Vous savez, je ne suis pas adversaire. Je veux tout simplement être partenaire. Je veux aller avec eux où ils vont et les aider, car je m'attends à obtenir leur aide aussi. Alors, je ne vous tiendrai pas la jambe trop longtemps. Vous vous dites sans doute, bon, elle s'est trouvée une tribune pour dire ce qu'elle a envie de dire. On sait très bien qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. On doit inscrire les soins axés sur le patient et la famille de manière si formelle dans nos systèmes que ça devienne la norme. On peut maintenant agir lorsqu'on reçoit des plaintes, des critiques. Le niveau de satisfaction des patients a augmenté de, savez-vous combien? Savez-vous quoi? Les plaintes ont augmenté aussi. Pourquoi? Parce qu'on crée une ambiance où les gens se sentent à l'aise de dire « ça a bien été, mais ça, pas du tout ». Je me suis sentie X, Y ou Z lorsque ça s'est produit. Et je ne serai pas punie si je le dis. Une dernière chose que je trouve très emballante, c'est les formulaires de rétroaction de la famille et des patients. Tous les ans, dans notre hôpital, au moins une fois, tous les trimestres même, on a une séance avec un patient ou un membre de la famille qui a été traité sur l'unité.
Et cette personne revient et a l'occasion de partager son expérience avec l'équipe qui l'a soigné. Et pour le faire de manière qui ne soit pas accusatoire, mais plutôt de manière utile. Et ensuite, l'unité doit accepter d'entendre ces renseignements et corriger les problèmes s'il y en a. Alors, je trouve ça très positif. J'ai l'intention d'avoir le dernier mot, mais Éléonore, vous pouvez rajouter autre chose si vous le souhaitez. Oui, une chose ou deux. Tandis que vous écoutez Anna Dale, d'ailleurs, multipliez Anna Dale par 59 dans notre organisation, vous commencez à comprendre la passion et la volonté que contribuent ces gens à l'organisation. Lorsque j'ai entendu dire que j'allais m'adresser à un forum de PDG, je me disais, comme leader d'organisation, quelles sont les choses qui permettent de mettre en place ce genre de projet? Alors, je vais partager certaines de ces caractéristiques. D'abord, il est très, très important d'avoir une stratégie, un plan stratégique qui soit un outil d'aiguillage, qui ne soit pas mis sur une tablette, qui est utilisé tous les jours, que le personnel comprend. J'ai un plan annuel pour l'organisation et tout le monde en est saisi. Lorsque votre stratégie dit l'objectif, ce sont des soins exceptionnels en tout moment, et lorsque votre objectif stratégique, c'est de transformer l'expérience des patients en n'oubliant jamais la qualité et la sécurité, que vous galvanisez vos troupes, vous savez que le changement que vous souhaitez sera au rendez-vous. Donc, la stratégie est claire. L'alignement du travail et une reddition de comptes clairs qui s'alignent à la stratégie, c'est essentiel. Cela signifie que lorsque vous affectez des ressources dans l'organisation, on comprend que les ressources sont affectées au travail qui est conforme à la stratégie. Et si vous inscrivez la voix du patient, le respect du patient à toutes les étapes du processus, eh bien, vous savez que vous allez cheminer dans la bonne direction. Il faut toujours être souple aussi, de corriger le tir au nécessaire. Cependant, l'alignement de la reddition de compte des ressources et l'engagement, tout cela est essentiel. Les valeurs et les principes explicités dans notre stratégie sont également des moyens de définir comment tout le monde dans l'organisation doit travailler, nos attentes par rapport à eux. Quand on dit tout le monde, ça veut dire le personnel embauché, le personnel agréé, les bénévoles, le personnel de soutien, les gens qui viennent aider les patients. Il s'agit du respect, de la transparence, de la reddition de comptes, de l'engagement et de la valeur. Donc, j'étais heureuse d'entendre ce matin que ceci confirme le travail fait par d'autres. On a aussi appris qu'il était essentiel de faire la preuve de nos intentions. On sait qu'on a beaucoup de données, bien plus que ce qu'on ne pourra jamais utiliser. On savait que ces données ne se traduisaient pas par des renseignements qui informaient les changements nécessaires. Ce n'était pas utilisé de manière utile. On ne pouvait pas déterminer si on apportait les améliorations voulues ou non. Donc, avec la rétroaction du Conseil consultatif patient-famille et les conseillers des programmes, les mesures organisationnelles, les indicateurs de la province et tous les accords de rendement sont associés à ces attentes. Donc, ça devient un lien très clair. Je pense qu'il est important de comprendre que ceci s'est fait grâce à des ressources et grâce à des efforts considérables. Il ne faut pas des ressources additionnelles. Il s'agit simplement de se donner le temps et les ressources nécessaires pour le faire. On passait beaucoup de temps et beaucoup d'argent à faire des choses qu'on faisait mal. Nous avons réinvesti et reconçu. Donc, le soutien qu'on offre au programme du Conseil consultatif patient-famille est essentiel. Pas tout le monde n'était d'accord au départ. Vous pouvez vous imaginer que certains étaient sceptiques. Je dirais que le scepticisme ruisselait à tous les niveaux
de l'organisation. Personne n'était à l'abri. Ce qui nous a beaucoup aidé, cependant, c'est qu'on avait des champions qui étaient véritablement des gens qui couraient les risques, qui étaient des agents de changement, qui comprenaient la vision. Et d'ailleurs, en écoutant le ministre Horn ce matin, je comprends que ces gens étaient endurants. Ils étaient passionnés et ils n'allaient pas baisser les bras. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait des leaders qui ne leur ont pas mis des bâtons dans les roues. Au départ, tout n'était pas arrêté. Comme Anadir l'a dit, au départ, on a trouvé des conseillers avant de trouver un mandat au conseil consultatif patient-famille. Donc, on n'a pas mis des bâtons dans les roues de ce conseil. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les gens reconnaissent que c'est ainsi que les choses allaient évoluer. Et je pense que c'est une leçon importante. Si vous pensez que l'engagement des patients et les soins axés sur le patient et la famille, c'est le goût du jour, je n'y crois pas du tout. Et je ne crois pas que beaucoup de gens le pensent non plus. Avec les médias sociaux, la voix des patients, leur opinion deviendra de plus en plus importante. Donc, les partenariats sont vraiment essentiels pour nous. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que les conseillers sont devenus les catalyseurs du mouvement dans notre organisation. Nous avons été très délibérés. Nous avons dit que s'ils commencent à parler comme nous tout le temps, eh bien, on aura du mal. Vous devez avoir un peu de dissonance pour être sûr que ce soit authentique. Les patients ne s'adressent pas avec nous avec des conclusions préétablies. Ils sont prêts à apprendre et à nous enseigner. Donc, c'est un excellent partenariat. Ce qui a commencé par une nécessité pour nous, et d'ailleurs, je ne le recommande à personne, c'était une nécessité dans notre cas, c'est devenu un choix. Nous savons que nous n'avons pas été les seuls à entreprendre cette démarche. On a appris de beaucoup d'organisations au Canada et aux États-Unis et nous sommes heureuses de savoir que des séances comme celle-ci se multiplient et que on a l'occasion maintenant d'entendre parler de beaucoup d'organisations qui font ce genre de projet aussi, car c'est ainsi qu'on pourra échanger davantage de connaissances. L'impact global pour nous est très important. La culture de notre organisation a changé. Les patients qui sont venus dans notre organisation il y a 4 ans, lorsqu'ils reviennent maintenant, sentent que les choses ont changé. Le personnel parle de ce changement. Nous savons que la capacité de changement dans l'organisation a augmenté. Et nous avons 2 équivalents à temps plein de nos conseillers. Et je pense que le rôle est sous-estimé. Parce que ça joue un rôle très important dans l'institution. Et nous savons que nos résultats sont meilleurs. Notre plan d'amélioration de la performance s'est terminé l'an dernier et on a équilibré notre budget. On avait un budget d'investissement qu'on a pu utiliser pour l'organisation, ce qui n'avait pas existé auparavant. Nos mesures de sécurité des patients se sont améliorées. Notre taux de roulement du personnel a baissé. Le taux de satisfaction des patients a augmenté. Donc, toutes les tendances sont bonnes. Et en fait, on dépasse la moyenne des établissements d'enseignement de l'Ontario en matière de satisfaction des patients. Donc, je pense qu'on a maintenant une communauté qui avance. Je n'ai pas peur. Maintenant, j'ai peut-être mes préoccupations, mais j'ai moins peur, m'a-t-on dit. Et donc, je pense que, bon, on est loin d'avoir terminé. Et c'est loin d'être parfait encore. Mais manifestement, la situation est meilleure qu'elle l'était il y a 4 ans. Et nous ne sommes pas encore aussi bons que nous le serons dans 4 ans. Et je vais laisser donc ma collègue conclure. Oui, je vais me lever pour vous dire la suite. Alors, quelques messages de conclusion pour vous tous. Commencez petit, commencez n'importe où, mais en tout cas, commencez quelque part. Les PDG et les cadres supérieurs doivent appuyer ça sérieusement. Sans leur appui sérieux, ça n'avancera pas. Il faut absolument
que cet effort soit fait de la part de l'administration, de la haute administration, pour que le changement se fasse. Nous savons que des gens ont parlé aujourd'hui de changement culturel en disant que c'est complexe, que ça prend du temps de tirer les avantages du changement culturel. Mais il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais renoncer. Vous pouvez produire du changement. Et les PDG qui veulent produire des changements, partager le slogan que nous avons mis au point avec nos conseillers, nos patients conseillers, parce qu'on ne peut pas faire ça sans les patients. Ce que nous avons dit, c'est écoutez-moi, respectez-moi, travaillez avec moi. Merci beaucoup, Angel et Eleanor. C'est une excellente note pour terminer. Je suis sûr que vous allez vous joindre à nous pour prendre un verre de vin. Et les gens auront la possibilité de continuer la discussion avec vous autour d'un verre de vin au sujet de ce cheminement extraordinaire que vous avez fait à l'hôpital général de Kingston. Vous avez plus que prouvé l'hypothèse, justement, qui fondait cette assemblée, cette réunion. C'est-à-dire que les soins centrés sur le patient sont beaucoup plus susceptibles de mener à des gains d'efficience et une amélioration de la qualité et des soins. Donc, merci beaucoup. Et merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci aux organisateurs de mon équipe, Linda Piazza, et tous les autres. J'ai eu l'impression qu'à un certain moment, nous étions tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans l'organisation de cette conférence. Je sais que chez nous, tout le monde avait un avis sur cette conférence. Et merci aussi à Sally Clelford et à son organisation Face to Face qui nous organise de manière excellente cette conférence tous les ans. Et, très important, merci à Terry Sullivan qui a très bien géré cette conférence et qui l'a gérée avec doigté mais efficacité. Merci Terry. Merci à tous les conférenciers. Merci à vous tous et toutes d'être venus. Merci encore Andale et Eleanor. Alors, et maintenant, il ne faut jamais oublier l'évaluation. Alors, on dit toujours qu'on aide les organisations à évaluer, etc., mais c'est nécessaire pour vous de nous aider à évaluer cette séance, ces séances aujourd'hui. And after that, I'll be delighted to join you outside the doors for a glass of wine. Thank you, merci, voyagez bien.